Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration aujourd'hui. On va plonger dans les idées fascinantes des principes de cybernétique psychospirituelle. L'objectif, c'est de voir un peu comment notre fonctionnement interne influence notre perception du monde, notre bien-être et même notre réussite. Et ce qui est assez frappant d'emblée, c'est le paradoxe. On parle de cybernétique, l'étude des machines, mais ici c'est utilisé pour redonner sa valeur à l'humain. C'est un peu à contre-courant de certaines approches qui nous réduiraient presque à des mécanismes. L'idée ici, c'est qu'on a une machine, le cerveau, le système nerveux, mais on n'est pas à cette machine. Il y aurait une dimension extra-physique. Oui, c'est vraiment le cœur du sujet. Tout part de ce concept de cerveau-mécanisme interne. Il faut l'imaginer comme un système de guidage automatique, intégré, qui travaille constamment, mais en dessous de notre radar conscient. Un peu comme un pilote automatique dans un avion, si vous voulez. Il ajuste la trajectoire en fonction du but fixé. Notre système interne ferait pareil en fonction des objectifs et croyances qu'on lui donne. Consciemment ou pas, d'ailleurs. Fascinant, oui. Mais alors, si ce système tourne en tâche de fond, qu'est-ce qui lui donne ces instructions? Les écrits insistent beaucoup sur l'image de soi. Elle est présentée un peu comme le patron de nos habitudes, les vêtements de notre personnalité, disent-ils. Et ce qui est vraiment contre-intuitif, c'est que pour changer une habitude bien ancrée, il serait plus efficace de travailler sur cette image, sur notre identité perçue, plutôt que de se battre juste avec la volonté. L'habitude changerait alors presque automatiquement. C'est exactement ça. Et cette image de soi, cette estime qu'on a pour soi-même, elle est directement liée à notre façon de gérer les erreurs. Une personne qui s'accepte, qui a une bonne base d'estime, un peu comme on essaye de le faire en thérapie, sans jugement, eh bien, elle peut reconnaître une erreur sans se sentir nulle, sans que ça remette tout en cause. À l'inverse, si on a très peur de l'échec, c'est souvent par crainte que notre image s'effondre. Et ça bloque tout. C'est là qu'on trouve souvent ces fameuses croyances limitantes. Je suis pas capable, je mérite pas, le monde est hostile. Ces croyances agissent comme de mauvaises instructions pour notre cerveau-mécanisme. D'accord. Donc, l'image de soi, c'est le programme. Mais comment on utilise ce mécanisme de façon constructive pour atteindre des buts positifs? Les textes disent qu'il faut lui donner un but clair, visualiser le résultat final, et qu'ensuite les moyens, le comment faire, ça viendrait tout seul, géré par le système. Ça semble un peu passif, non? Est-ce qu'il suffit vraiment de faire confiance au processus? Alors, ce n'est pas de la passivité au sens de ne rien faire. C'est plutôt éviter de forcer les choses avec un effort mental crispé, tu vois. La démarche, c'est 1. Définir clairement le but. 2. Rassembler les infos utiles. Et 3. Laisser le mécanisme créatif faire son travail. Un peu comme on lance un calcul complexe sur un ordinateur. C'est actif au début, pour fixer le cap. Et puis après, oui, il y a une part de confiance dans le processus interne. Et ça rejoint aussi la façon dont on réagit aux stimuli extérieurs. C'est-à-dire, comment ça se connecte? Eh bien, l'idée qui fait écho aux stoïciens comme Épictète, c'est que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous perturbent, mais notre jugement sur eux. Notre cerveau-mécanisme interne réagit à l'interprétation qu'on donne. La source suggère qu'on a le choix, on n'est pas obligé de réagir à tout ce qui vient de l'extérieur, on peut, mentalement, laisser sonner le téléphone. Cultiver un espace de calme intérieur, un centre tranquille, ça permettrait de prendre du recul, de ne pas être emporté par la réaction émotionnelle immédiate. Je vois. Et cette maîtrise intérieure, ça semble aussi lié à une autre façon de voir le succès. On le distingue bien de juste accumuler des choses, des symboles de prestige. Le vrai succès, d'après cette approche, ce serait plutôt l'accomplissement créatif, l'expression de qui on est vraiment. Cette fameuse culpabilité du succès que certains ressentent, ça viendrait peut-être de là, d'avoir atteint des objectifs extérieurs sans se sentir aligné intérieurement. Absolument. Vivre en accord avec soi, être authentique, c'est ça qui mènerait au vrai succès. Et ça nous amène à une idée encore plus fondamentale. Celle d'une force vitale, un élan vital, quelque chose de distinct de l'énergie qu'on tire de la nourriture, des calories. C'est une énergie qui animerait tout notre système, qui influencerait notre résilience, notre guérison, notre dynamisme général. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette force, elle serait nourrie par le fait d'avoir des buts importants, des projets qui nous portent. Ah oui, c'est pour ça que des figures comme Michel-Ange ou Edison ou Picasso sont restés créatifs et actifs si vieux.
C'est l'hypothèse, oui. Leur engagement total dans des objectifs qui avaient du sens pour eux aurait constamment stimulé cet élan vital. La source va même jusqu'à suggérer de cultiver une sorte de nostalgie pour le futur, une aspiration forte vers ce qu'on veut devenir ou créer. Bon, alors pour résumer un peu tout ça, on serait aux commandes d'un mécanisme interne incroyablement puissant. Notre image de soi en fixe les règles de base. Nos objectifs lui donnent une direction et notre façon de gérer nos réactions détermine notre stabilité. Le succès, le vrai, viendrait de l'expression créative de soi. Tout à fait. Et ça laisse une dernière question, peut-être pour la réflexion. Si cette force vitale, cet élan, répond vraiment à l'intensité et à la clarté de nos buts, alors, dans quelle mesure est-ce que la précision de nos aspirations et la force de notre engagement pourraient influencer directement non seulement notre parcours, mais aussi notre énergie, notre vitalité au jour le jour? Une piste à creuser.